Alors maintenant, comment on sort aussi de cette contradiction donc, entre la souveraineté pensée particulière et l'universalité de la souveraineté? C'est parce qu'il y a une autre confusion qui est faite, c'est celle entre la souveraineté et la puissance. Donc entre la souveraineté, donc toujours du corps politique, et la puissance du corps politique. Alors la puissance, c'est aussi un terme qui est devenu extrêmement galvaudé, parce qu'il est le théâtre de nombreuses représentations qui sont extrêmement limitantes. Pour le dire simplement, la puissance, c'est, pour beaucoup de commentateurs, c'est une association de kilomètres carrés de naissance. Voilà. Vous êtes grand, vous avez beaucoup de population, vous êtes puissant. Et puis si vous êtes petit et que vous n'avez personne chez vous, vous êtes faible. Voilà. C'est une vision extrêmement caricaturale, mais c'est une vision qui est très répandue dans l'histoire. Parce qu'évidemment, formellement, ah oui, vous êtes gros, vous êtes puissant. C'est un des ressorts sur lequel repose la politique étrangère de la Russie. La Russie, économiquement, n'a pas le PIB de la France. La Russie a une armée qui se rééquipe, mais qui est quand même encore mal équipée. La Russie, c'est un pays qui a perdu énormément de positions diplomatiques avec la chute de l'URSS. Mais sa taille fait effectivement qu'elle apparaît très impressionnante. Sa taille, sa population. Bon. Et les dirigeants russes en jouent magnifiquement bien. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils pensent leur souveraineté. Et ils la pensent depuis longtemps. Mais la puissance ne s'arrête pas. La puissance ne s'arrête pas au kilomètre carré et aux naissances. Et je vais vous donner un exemple très ancien, à quel point cette caricature est répandue. C'est que dans un discours au Reichstag, donc c'est le Parlement allemand avant, sous l'Empire, en 1897, le chancelier allemand de l'époque, donc Bernhard von Bülow, avait fait tenu un discours qui est devenu très célèbre, c'est le discours de la Platz an der Sonne. Et il avait dit nous ne voulons pas faire de l'ombre. Nous ne voulons faire de l'ombre à personne, pardon. Nous voulons notre place au soleil. C'est ça, Platz an der Sonne, c'est la place au soleil. Donc c'est un discours de légitimation de la politique coloniale allemande. Et les Allemands, bon, c'est leur ipséité propre, ont une vision extrêmement malthusienne, et surtout à l'époque, et voyaient l'Allemagne comme trop petite, vu sa natalité, vu la croissance économique de l'Allemagne. Et l'objectif, c'était donc une extension territoriale de l'Allemagne qui était vue comme le seul vecteur de puissance de l'Allemagne. Pour évacuer cette puissance croissante de l'Allemagne. Mais en fait, la puissance, c'est bien autre chose. La puissance, c'est, pour le définir rapidement, c'est l'association des avantages, des caractéristiques, des techniques, de la pensée d'un corps politique. En fait, tout ce à quoi il a accès, toutes ces représentations, en fait, sont des moyens de puissance pour lui. Et je vais vous donner un autre exemple. En 1962, le général de Gaulle fait le choix, enfin le général de Gaulle et son entourage font le choix, même si c'est pas quelque chose d'unanime, font le choix d'abandonner un moyen de puissance apparent, jugé intenable, l'Algérie, pour mener une autre politique étrangère, qui est une politique en fait de troisième voie, si vous voulez, entre les deux blocs communistes et capitalistes, si vous voulez, donc les États-Unis et l'URSS. Une troisième voie, mais cette troisième voie n'était possible que si la France n'était plus un empire colonial, parce qu'on ne peut pas défendre la souveraineté de tous quand on la prive à certains. Et vous voyez à quel point cette politique étrangère a été couronnée de succès. Pourtant, un moyen de puissance territorial et humain a été sacrifié, l'Algérie. Mais la France en est ressortie grandie. André Malraux dit dans Les chaînes qu'on abat que le général avait ressuscité la France jadis aimée par tant de nations, et non une France über alles, c'est-à-dire une France au-dessus de tout. Alors, maintenant, c'est pas parce que la puissance et la souveraineté sont distinctes qu'elles ne sont pas liées. En fait, il y a une juxtaposition et une préséance, si vous voulez, entre les deux. C'est-à-dire que la puissance, c'est le moyen processuel par lequel la souveraineté s'exprime, c'est-à-dire que c'est les effets matériels de la souveraineté. Donc ça, c'est la préséance. La puissance est rattachée à la souveraineté. C'est un attribut. Vous avez des attributs, vous avez un nez, des yeux. C'est la même chose pour la souveraineté. Et puis l'autre, c'est la juxtaposition. Ça veut dire que la puissance devient
par la multiplicité des corps politiques nécessaires à la souveraineté. Pourquoi ? Parce que les objets du monde sensible sur lesquels la souveraineté peut s'exercer, ça veut dire le monde en fait, sur lesquels elle peut s'exercer est en nombre limité, vous le savez très bien. Par contre, le nombre de corps politiques, lui, n'est pas en nombre limité. Il pourrait y en avoir une infinité. Et d'ailleurs, le XXe siècle est marqué par la multiplication des corps politiques. Et même encore le début du XXIe siècle. Et donc pour ça, il est nécessaire que la souveraineté s'affirme. Et elle s'affirme comment ? Elle s'affirme par la puissance. Et il ne faut pas avoir une vision négative de la puissance. La puissance, c'est pas la force, c'est pas la puissance belligène, c'est pas uniquement la confrontation guerrière, c'est-à-dire c'est pas uniquement la guerre entre des corps politiques. La puissance, c'est le moindre rapport entre deux corps politiques sont des rapports de puissance. Et même quand deux corps politiques s'associent dans un même but, en fait, ils ne font que combiner leurs rapports de puissance. Parce qu'ils jugent que leurs rapports de puissance combinés seront plus efficaces qu'un seul. Ce qui ne veut pas dire que c'est vrai. Bon. Alors, ces rapports de puissance, là encore, ils sont totalement divers, puisqu'ils sont liés à l'ipséité d'un corps politique, c'est-à-dire son caractère absolument particulier. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être prisonnier d'une vision réductrice de la puissance. Le discours du « être trop petit, c'est ne rien peser », parce que c'est faux. C'est pas parce que vous êtes un petit pays, donc un petit corps politique, vous comprenez bien que le corps politique aujourd'hui on l'appelle pays, même si ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est pas parce que vous êtes un petit pays peu peuplé que vous êtes peu puissant. Il y a des exemples dans l'histoire. Le Portugal au XVIe siècle avait à peu de choses près, les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Et c'est rarement su, mais au début du XVIe siècle, le Portugal ne compte que 800 000 habitants. C'est moins que la population de l'île-et-Vilaine. 800 000 habitants. Et pourtant, le Portugal a construit un empire commercial colossal grâce à ses moyens de puissance, maritimes, etc. Au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les provinces du Vie ont fait de la même chose sur le dos des Portugais, mais ils ont fait la même chose. Et aujourd'hui, Singapour, c'est une ville-État. Singapour déploie une puissance considérable eu égard à sa taille. C'est un hub commercial et portuaire, c'est un hub financier et assurantiel, c'est un monstre par rapport à ce qu'on pourrait penser au vu de sa taille. Et surtout vis-à-vis de pays beaucoup plus grands, de corps politiques beaucoup plus grands qui sont plus faibles. Donc il ne faut pas être prisonnier de cette vision. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a distingué la puissance et la souveraineté, il faut savoir comment elles s'exercent. Parce que bon, ce sont peut-être des entités artificielles, le corps politique est peut-être une entité artificielle qui a pour attribut la puissance et la souveraineté, mais il n'a pas de volonté propre. Il ne va pas agir tout seul. C'est pas de la magie. Donc, il faut lui trouver des vecteurs. Au moins un vecteur, d'ailleurs, et un titulaire qui va exercer ce vecteur. Et on va donc passer à la dernière grande partie de cette conférence, sur justement le vecteur de la puissance et le titulaire, enfin la différence entre le titulaire et l'exécuteur de la souveraineté. Alors, le vecteur de la puissance, c'est-à-dire ce qui lui donne son sens, ce qui permet de l'exercer, ce qui permet de le matérialiser, permet de matérialiser un rapport de puissance, c'est ce que j'ai appelé l'imperium, c'est-à-dire c'est le droit de commandement. Le droit de commandement, découle de la souveraineté. Donc quand un corps politique est souverain, on va prendre l'exemple d'un territoire. Quand un corps politique est souverain, il a un territoire et sa souveraineté sur ce territoire est absolue. Parce que la synergie qui naît de la puissance et de la souveraineté, ce sont deux éléments. C'est la liberté et l'indépendance, si vous voulez, pour un peu faire comme dans la mythologie grecque. De l'union de la souveraineté et de la puissance sont nées deux filles, la liberté et l'indépendance. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'indépendance, c'est une souveraineté externe, dirigée vers l'autre, c'est-à-dire un autre corps politique, ou d'autres corps politiques au pluriel. Cette indépendance, c'est la garantie d'un corps politique que sa souveraineté est absolue sur les objets qui ressortent de sa souveraineté, c'est-à-dire sur le monde sensible qu'il revendique comme sien, comme à lui. Il ne faut pas confondre absolu et total.
La distinction est bien faite par Jean Baudin dans les 6 livres de la République, qui est édité en 1576, mais ça c'est à vérifier, où l'absolu s'entend comme la possession de la totalité des prérogatives qui ont trait à la souveraineté, mais doit être distingué du total, où le total c'est le pouvoir absolu sur les objets qui ressortent de la souveraineté. Parce que les corps politiques, dans leur construction interne, se fixent des limites qui ont trait à la souveraineté. Et ces limites sont liées à l'autre fille de la souveraineté et de la puissance, c'est la liberté. Et la liberté, c'est la souveraineté interne, si vous voulez. La liberté, c'est que non seulement vous avez toutes les prérogatives que vous donne la souveraineté, ça c'est l'indépendance, mais c'est la possibilité de faire ce que vous voulez des objets qui ressortent de votre souveraineté. C'est ça la liberté. C'est donc un rapport de la souveraineté à soi. Et les corps politiques vont, dans leur fonctionnement interne, fixer des limites à l'usage de la souveraineté. Alors ces limites, elles sont extrêmement diverses, parce qu'elles sont liées là encore aux représentations que les corps politiques se font d'eux-mêmes. Bon, il y a plein de limites qu'on peut imaginer à la souveraineté interne. Par exemple, la séparation des pouvoirs, entendue par Montesquieu, et puis aujourd'hui réadaptée, révisée au cours des siècles qui ont suivi, c'est une forme de limitation interne de la souveraineté, et donc c'est une atteinte à la liberté, si vous voulez, du corps politique. Mais ça, ce sont des limites qui sont strictement internes. Alors, il y aura une objection à faire, c'est que une limite peut n'être interne qu'en apparence. C'est-à-dire que elle prend la forme d'une limite interne, mais en fait, elle a été imposée par l'extérieur. L'article 9 de la Constitution japonaise, qui interdit au Japon de disposer de forces armées, d'avoir du matériel lourd, etc. Bon, c'est une limite interne au corps politique japonais, mais en fait, il a été rédigé sous la dictée du général MacArthur, qui, comme vous pouvez en douter, n'est pas japonais, puisque c'est un Américain. En fait, elle a été rédigée après la guerre, puisque c'est la Constitution de 1946. Ici, la limite n'est que apparente. La limite n'est qu'en apparence interne, pardon. Et on a d'autres formes de limitation plus subtiles. Si vous prenez des formes hégémoniques, donc une hégémonie, je la définis comme la suppression de la souveraineté externe, c'est-à-dire en fait de l'indépendance d'un corps politique par un autre. Un corps politique constitue une hégémonie autour de lui. L'exemple topique, c'est la Chine, qui l'a fait durant une grande partie de son histoire, à travers un réseau de tributaires. Le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud étaient des tributaires de la Chine. Et la Chine exerce son hégémonie et en fait impose des limites sur la souveraineté des États tributaires, des corps politiques tributaires, qui ne sont donc pas véritablement libres. Et donc l'imperium, le droit de commandement, c'est le vecteur qui permet d'imposer cette indépendance et cette liberté. Il faut le distinguer du droit de propriété. Alors, si vous voulez, le droit de propriété, c'est votre imperium personnel. Sur les objets sur lesquels vous avez un droit de propriété, vous avez un imperium. C'est un peu la même chose, sauf que ici, pour les corps politiques, le corps politique n'est évidemment pas propriétaire de l'ensemble des objets qui ressortent de sa souveraineté. Ou en tout cas, il peut l'être, mais ce n'est pas nécessaire. Évidemment, vous allez me dire qu'en URSS, c'était quasi intégralement le cas, mais c'est un cas particulier. En principe, il n'y a pas d'identité entre le droit de propriété et l'imperium, donc le commandement du corps politique. Ça permet en fait au corps politique de dégager une sphère publique qui est distincte des sphères privées, c'est-à-dire la nôtre à tous, chacun en tant qu'individu ou à une famille ou à une entreprise. Et cette sphère publique, en fait, représente l'intérêt du corps politique envisagé comme entité artificielle. Il existe une sphère publique qui ne se résume pas à l'association ou à la somme des volontés particulières, des intérêts particuliers, mais qui est celle de l'ensemble du corps. Alors, bien sûr, la définition de cette sphère publique, et donc de l'intérêt public, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, puisque cet intérêt public varie et fait l'objet de conflits, de rapports politiques sur ce qui doit ressortir du corps politique et ce qui ne doit pas en ressortir. Alors, en France, on appelle ça l'intérêt général. Et d'ailleurs, il est très répandu. On en parle très souvent, en droit, mais ailleurs.
parce que en fait, ça vient d'un de nos auteurs qui a eu beaucoup d'influence sur la construction, notamment de la République, enfin des républiques françaises qui ont suivi l'Ancien Régime, c'est Rousseau. Rousseau, dans le Contrat social en 1762, écrit il y a bien souvent des différences entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci regarde à l'intérêt collectif, l'autre regarde à l'intérêt privé, et donc n'est qu'une composition de volonté particulière, mais ôter les plus et les moins qui s'entre-détruisent reste pour somme l'intérêt général. Bon, c'est ce qu'écrit Rousseau dans le Contrat social, et après avoir lu ça, en fait, on se dit qu'on n'a plus besoin d'écrire et qu'on devrait se contenter de lire, parce que la prose de Rousseau est absolument merveilleuse. Parenthèse fermée. L'impérium, donc. L'impérium, ce droit de commandement, doit être exercé lui aussi par une construction qui va effectivement prendre les décisions de commandement. Voilà, on va construire une route ici, on va retirer un ambassadeur ici ou ouvrir une ambassade ici. Toutes ces décisions très particulières, très prosaïques, il faut qu'elles produisent des effets. Et pour ça, il faut que la souveraineté ait un titulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui l'exerce. Ou bien, il faut qu'elle ait un titulaire et que ce titulaire est un exécutant. Pour prendre un exemple, parce que c'est cet exemple qu'on va développer, en France, le titulaire de la souveraineté, c'est la nation française. Enfin, c'est le peuple français regroupé en nation. D'ailleurs, la nation est une forme standardisée, si vous voulez, du corps politique. Je vous ai dit que c'était très difficile de le faire, mais on peut parfois dégager des traits communs qui permettent de qualifier des corps politiques de nations tous autant qu'ils sont. Eh bien, c'est le cas, effectivement, en Europe de l'Ouest, où est née la nation, où s'est progressivement construite la nation. Mais en France, le titulaire de la souveraineté, c'est le peuple organisé en nation, mais son exécuteur, c'est pas le peuple directement. C'est une construction artificielle, là encore, une structure qu'on appelle l'État. Alors attention, il faut vraiment prendre garde au fait que tous les corps politiques, notamment dans l'histoire, parce qu'un corps politique c'est un objet historique, c'est à la fois le regroupement d'êtres qui ne sont pas nés, d'êtres qui sont morts et d'êtres encore vivants. Donc il ne faut pas avoir une idée anthropomorphique de l'espérance dans l'être, si vous voulez, d'un corps politique. Mais le corps politique a besoin d'une structure, et en l'occurrence, c'est l'État. Ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est l'État, et cette forme, on va voir comment, s'est répandue à travers la planète. Donc l'État. Alors, déjà, il faut réussir à définir ce que c'est que l'État. Donc il faut réussir à définir ce qu'est l'exécuteur de la souveraineté. Celui qui exerce l'impérium, donc qui utilise les moyens de puissance. Je vous dis, tout est cumulatif. Alors là, l'État a fait l'objet énormément de représentations, repoussoirs, ou bien d'ailleurs presque d'idolâtrie. On trouve rarement de position intermédiaire. Et on va étudier ensemble, rapidement, différentes conceptions de l'État, et on va essayer de voir si on peut dégager de tout ça une idée générale de l'État, qui en ferait quelque chose qui puisse ne pas être empreinte de représentation, ou du moins en être largement dégagé. Bon, l'État, c'est un fait social. C'est pas quelque chose qui a été décidé par une puissance supérieure, ou du moins, je précise à ce propos, que quand vous êtes dans un corps politique particulier, vous pouvez vous représenter le fait que votre corps politique existe par la volonté d'une puissance supérieure, mais en fait, c'est pas le cas matériellement. C'est vous qui produisez des représentations d'une puissance supérieure. Donc je disais, l'État c'est un fait social, et en France, l'école constitutionnaliste a une idée très précise de l'État. Pour eux, l'État c'est une population, un territoire, et c'est une souveraineté. Et moi je vais me placer totalement en faux de cette définition. Je vais me placer en faux de cette définition parce que, premièrement, une population sur un territoire c'est pas un État, c'est un corps politique. Parce que si on dit que la population sur un territoire c'est un État, eh bien tous les corps politiques sont des États, ou alors, si un corps politique n'a pas d'État, c'est pas un corps politique. Bon, ce qui est faux. C'est faux dans l'histoire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose,
c'est que la souveraineté n'est pas un attribut de l'État, mais c'est en fait beaucoup plus l'inverse. La souveraineté ne suit pas l'État, n'est pas née de l'État, mais au contraire, l'État naît pour garantir la souveraineté. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut raisonner. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'école constitutionnaliste française, donc les professeurs de droit constitutionnel français depuis plus d'un siècle, en fait, inversent la hiérarchie. Alors probablement par juridisme, mais ils inversent la hiérarchie entre la souveraineté et l'État. Alors ensuite, donc l'État, c'est pas ce que considère l'école constitutionnaliste. Alors poursuivons, on va aller du côté de Max Weber. Donc pour Max Weber, l'État, c'est une idée simple, c'est le monopole de la violence légitime. Vous l'avez déjà tous entendu. C'est la seule entité qui est légitime pour exercer sa violence, une contrainte sur une population, et donc en l'occurrence les membres du corps politique. Alors on se rapproche déjà plus de ce qu'est l'État, parce que si l'État, c'est l'entité qui exerce l'impérium, eh ben c'est assez proche de cette idée de monopole de la violence. Alors par contre, il faut élargir cette idée de monopole de la violence. C'est plus le monopole de l'imposition, c'est-à-dire en sens imposer quelque chose, plutôt que le monopole de la violence. Une des caractéristiques de l'État, c'est son hyper-spécialisation et sa grande polyvalence. Donc, comme l'État est hyper-spécialisé et très polyvalent, parfois à l'extrême, il peut exercer un grand nombre de moyens de puissance qui ne se résument pas simplement à la contrainte physique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord, on vous tue. Pour le dire très simplement, c'est ça, la contrainte physique. Ou alors, vous n'êtes pas d'accord, on vous tabasse. C'est pas uniquement par ce biais que peut agir l'État. Donc, il faut l'entendre comme force d'imposition. Et il y a un exemple, je trouve assez parlant avec ça, c'est de cette idée que la force devient en fait ultime et non pas unique, c'est l'arme nucléaire. Donc l'arme nucléaire, c'est une arme qui a le paradoxe d'être la plus destructrice de toutes, en tout cas à l'heure actuelle, mais de n'être jamais utilisée. C'est une arme de non-emploi. Pourtant, elle a bien un rôle, parce que sinon, ça ne servirait à rien d'être possesseur de l'arme. Et en fait, elle produit des effets. Elle produit des effets par sa seule possession. Les États en possession de l'arme nucléaire produisent des effets de puissance, donc des rapports de puissance avec l'autre, qui sont liés à la possession de cette arme sans avoir besoin de l'utiliser. Bon, la première chose, c'est l'idée de sanctuarisation. Voilà. Notre territoire est inviolable parce que si vous pénétrez sur notre territoire sans qu'on ait accordé votre passage, on vous lance une bombe sur la gueule. Bon. Ça, c'est un effet de puissance. Et là, en fait, l'arme nucléaire montre bien la synergie entre la puissance et la souveraineté. La souveraineté sur l'arme, c'est-à-dire sur l'objet, nourrit les effets de puissance de l'arme qui, en fait, vont largement dépasser la puissance qui est liée à son utilisation. Ensuite, une des représentations qui est très répandue sur l'État, c'est d'en faire un instrument de domination. Un instrument de domination sociale. Donc c'est une idée qui est très ancienne, qui est présente dès les écrits de Rousseau. Dans le discours sur l'inégalité parmi les hommes, il dit que en fait, l'État est la manière qu'a eu une partie de la population de fortifier son droit de propriété, c'est-à-dire qu'à un moment, une partie de la population a dit « ce terrain est à moi », et cette partie de la population, donc cette partie du corps politique, va construire un État pour fortifier cette propriété. Et Marx va reprendre cette intuition, vous le savez, avec l'idée de la domination bourgeoise, et que l'État n'est qu'une partie d'une superstructure qui est destinée à fortifier la position de domination de la bourgeoisie, et que, donc, ce faisant, l'État doit être détruit pour permettre une émancipation des classes opprimées, et notamment des ouvriers. Alors là encore, je vais m'inscrire en faux avec toutes ces représentations, parce que ces représentations sont justement inscrites dans les particularités des corps politiques d'où ces gens parlent, d'où ces gens ont parlé, ont écrit. En fait, elles sont liées au caractère absolument particulier des corps politiques d'Europe de l'Ouest. Parce que
on ne peut pas présenter l'État comme un instrument de domination, puisqu'il est l'émanation du corps politique. En fait, si l'État est instrument de domination, c'est parce que le corps politique est organisé de telle manière à ce qu'il y ait des rapports de domination en son sein. Chose qui est très répandue. Et ce faisant, l'État a un intérêt pour les dominants sur les dominés parce que prendre possession de l'État, c'est pouvoir exercer l'impérium, c'est pouvoir exercer la souveraineté et utiliser les moyens de puissance dans son intérêt propre. Et c'est pour ça en fait que l'État apparaît comme l'ossuaire de l'égalité et qu'il faudrait détruire l'État pour atteindre une égalité de fait entre les hommes. Et je vais donc terminer par là. L'État n'est absolument pas en soi un instrument de domination. La preuve en est, c'est que, alors qu'il a été utilisé comme tel, il s'est pourtant répandu à travers le monde, puisque l'État, donc né concomitamment à la nation en Europe de l'Ouest, a été utilisé par les nations d'Europe de l'Ouest comme un instrument de puissance à travers le monde, je ne vous apprends rien, à travers les grandes explorations et la colonisation. Et en faisant ça, les nations occidentales ont répandu le modèle d'État. Ils ont répandu le modèle d'État à travers ce qu'on qualifie souvent d'une mondialisation, mais que je préfère qualifier de globalisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mondialisation, c'est que l'augmentation du nombre de rapports de puissance entre les corps politiques. Il y en a de plus en plus, et d'un corps politique à de plus en plus de corps politiques différents. C'est ça la mondialisation. C'est ça une mondialisation, parce qu'il y en a plusieurs à travers l'histoire. Alors que la globalisation, c'est autre chose. Elle peut être liée à une mondialisation, comme c'est le cas aujourd'hui, mais la globalisation, c'est quand un corps politique ou plusieurs corps politiques vont répandre un élément qui leur est particulier à travers le monde et il va donc se diffuser, devenant ainsi une conception commune, alors qu'il est issu du caractère particulier d'un corps politique. C'est ça la différence, à mon sens, entre la globalisation et la mondialisation. Et c'est ce qui s'est passé avec l'État. On le voit parfaitement bien en Asie orientale, du Japon à l'Inde, où les corps politiques qui ont été dominés par les Occidentaux ou qui ont craint de l'être, ont très rapidement réagi en adaptant à leur propre particularité le modèle occidental d'État. Ils l'ont repris à leur compte, ils ont repris donc l'instrument de leurs adversaires à leur compte pour en faire quelque chose qui leur soit propre. Et vous voyez bien que l'État ne peut pas être par nature un instrument de domination. Pourquoi ? Parce que sinon il ne pourrait pas être adapté à n'importe quel corps politique. Alors que c'est ça sa force. Sa grande force, c'est que comme il permet un usage efficace de l'impérium, eh bien il a été adapté par les corps politiques qui cherchent à l'utiliser pour persévérer dans leur aide, comme je l'ai dit depuis le départ. Et c'est pour ça qu'il s'est répandu. Alors le meilleur exemple, et je vais terminer par cet exemple, parce que je vais ouvrir à la réflexion par cet exemple, c'est celui du Japon. Le Japon a été ouvert, alors qu'il s'est fermé sur lui-même pendant 200 ans, a été ouvert de force à l'étranger, à l'extérieur, au commerce notamment, et a très vite réagi par une modernisation à marche forcée de ses institutions, en reprenant à son compte le modèle d'État dans un véritable syncrétisme politique, en conservant leurs anciennes institutions, mais en les remplaçant ou en les modernisant à partir du modèle occidental d'État pour l'aménagement du territoire, l'industrialisation, la formation d'une armée, la formation d'une marine, ce qui va quand même culminer avec la guerre russo-japonaise, où vous savez que la Russie est vaincue par le Japon à peine 30 ans après sa modernisation. Et donc le Japon s'est servi d'un trait particulier de l'autre pour lui résister. Et finalement, tout l'enjeu de la souveraineté à l'ère de la mondialisation, c'est ça. L'enjeu de la souveraineté à l'ère de la mondialisation et de la globalisation, une forte globalisation, comme jamais on en a connu, c'est d'être capable, mais ça les Japonais le font très bien depuis très longtemps, de prendre la particularité d'un autre corps politique, pour la faire sienne, et non pas de calquer
la particularité d'un autre sur son propre corps politique, parce qu'en fait le risque, et il se produit à chaque fois, c'est le dysfonctionnement. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le trait particulier est issu d'un corps politique et il ne peut pas être adapté tel quel à un autre. Sinon, les corps politiques ne seraient pas tous particuliers. L'objectif dans la mondialisation, c'est qu'il s'agit en fait d'adapter à son propre fonctionnement, à ses propres particularités, les instruments de l'autre. En fait, la globalisation, c'est s'adapter sans se perdre. Et donc, c'est exactement la situation dans laquelle aujourd'hui l'Europe occidentale est plongée, l'Europe de l'Ouest. Beaucoup moins l'Amérique du Nord, en tout cas beaucoup moins les États-Unis. Parce que justement, eux, ils sont émetteurs de globalisation. Ils sont émetteurs de particularités qui doivent être adaptées aux autres. Donc ils ne sont pas dans cette problématique. Nous, en revanche, on est totalement dans cette problématique. Et on n'a plus les instruments pour s'adapter à cette problématique parce qu'on ne pense plus politiquement. En fait, on pense le quotidien, la gestion quotidienne. Et donc on est incapable de voir ce qui est à l'œuvre dans les transformations de nos corps politiques. Et donc on n'est pas capable d'adapter les traits distinctifs de l'autre à nos corps politiques, non pas pour lui ressembler, mais pour rester souverain, pour persévérer dans notre être. Et donc, ce sera ma phrase de fin, nous sommes aujourd'hui en Europe de l'Ouest, dans un moment Meiji. Donc l'ère Meiji, c'est l'ère de l'empereur Meiji au Japon, qui est l'empereur qui régnait lors de cette fameuse modernisation. Et donc nous vivons un moment Meiji, c'est-à-dire nous sommes à croisée des chemins où il faut choisir entre l'abolition de notre souveraineté, c'est-à-dire continuer à ne pas exercer nos moyens de puissance, continuer l'abattement, et donc finir dans la soumission de l'autre, comme le Japon, dans la situation dans laquelle le Japon aurait pu finir, situation dans laquelle a fini la Chine, et elle a mis plus d'un siècle à s'en remettre. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est en voyant ce qui arrivait à la Chine que le Japon a surréagi. Ou alors, faire comme le Japon l'a fait, pas dans les mêmes formes, parce que nous ne sommes pas le Japon, mais réagir comme le Japon l'a fait, c'est-à-dire s'adapter à un changement de contexte. Et en fait, tout le ressort des corps politiques, c'est ça. C'est de continuer à persévérer dans un contexte qui change fondamentalement, et donc de changer ses propres représentations. Je vous remercie pour votre écoute. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.